Voilà, transition énergétique et solidaire. Comment réconcilier l'inconciliable? Point d'interrogation. On va essayer de supprimer le point d'interrogation. Et pour en parler, j'invite Marion Maury, maire adjointe Brest, administratrice de l'UNCAS, à nous rejoindre. Pascal Terrasse, qui est avec nous également, directeur général adjoint du CEREMA. Et puis, à distance, nous allons retrouver en ligne, et j'espère qu'ils sont déjà là, Sébastien Maire, qui est le délégué général de France Ville Durable, et Laurent Monnet, maire adjoint de Saint-Denis, adjoint à la transformation écologique. Messieurs, êtes-vous avec nous? Voilà, sinon ils nous rejoindront. Et je crois pour Saint-Denis, si on a des difficultés à joindre Laurent Monnet comme Sébastien Maire, hein, qui sont excusés, ils souhaitaient être avec nous, mais bon, difficulté de transport. Et on va essayer d'avoir la liaison avec eux. Mais sinon, j'appellerai Oriane Filleul, qui est adjointe au maire de Saint-Denis. Ben, venez de toute façon, rejoignez-nous. Alors, nous a rejoint Sébastien Maire ou Laurent Monnet, puisque Tous les deux. Tous les deux, c'est parfait. Merci messieurs. Transition énergétique et solidaire. On va décider que c'est possible et surtout le plus important, c'est le « et ». Puisque c'est toute la question de la fin du mois et la fin du monde. C'est bien cela. Marion Maury, vous êtes maire adjointe de Brest et je vous laisse introduire cette table ronde. Merci beaucoup. Oui, je me posais la question tout à l'heure, combien de congrès de l'Union nationale des CCAS ont vu ce thème de la transition énergétique? À mon avis, pas beaucoup depuis plus de 90 ans, peut-être dans les années 70, au moment des chocs pétroliers. C'est encore un sujet qui, pour nous, est pas si simple à appréhender, parce que souvent, la transition, l'énergie, le sujet de l'énergie, la transition énergétique est abordée de façon extrêmement technique, et donc pour nous qui faisons du développement social, qui sommes acteurs du développement humain, c'est pas forcément un sujet, voilà, sur lequel on se sent forcément une expertise. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien ce sujet-là qui est au cœur aussi de nos réflexions. Comment rendre cette transition énergétique solidaire? Pas seulement parce que nous vivons un contexte d'inflation lié à l'après-crise sanitaire ou à la guerre en Ukraine, pas seulement parce que, nous en parlerons sûrement, nous allons vivre cette année la fin des tarifs réglementés sur l'énergie, conséquence de la construction d'une concurrence européenne sur le marché de l'énergie, pas seulement pour ces éléments de contexte, mais bien parce que nous sortons peu à peu de la société de l'abondance énergétique, que les énergies fossiles vont se raréfier, et que donc cette transition énergétique, qu'on le veuille ou non, va se vivre. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle pourra se vivre? Est-ce que nous l'organiserons de telle façon à ce qu'elle soit juste, ou est-ce qu'elle sera injuste? Et beaucoup des sujets que nous abordons aujourd'hui dans l'actualité, je pense aux zones à faible émission, dont certains sûrement ici sont en train peut-être de s'arracher les cheveux sur la façon dont on peut les organiser de façon juste, justement, mais aussi la question des plans de sobriété, la rénovation énergétique que nous avons à organiser, parce que un bon nombre de Français vivent en situation de précarité énergétique, 12 millions. Donc c'est tous ces sujets qu'il nous faut aborder et qui vont nous occuper durant, j'en suis certaine, de longues années. Alors, concernant les CCAS, quel est notre pouvoir d'action là-dessus? Bien sûr, nous accordons des aides sociales facultatives qui finalement sont aussi ouvertes sur les sujets d'énergie, de mobilité que d'aide alimentaire. Nous observons que souvent les ménages viennent vers nous pour les sujets d'aide alimentaire. Les ABS nous le montrent souvent de façon claire. Pourquoi? Eh bien parce que les ménages en fait paient d'abord les dépenses les plus contraintes de logement pour se maintenir en logement, souvent les dépenses d'énergie, les loyers, et donc se tournent vers nous pour la variable d'ajustement qu'est l'alimentation. Et d'ailleurs il est assez édifiant de voir que le budget de l'alimentation, sa part ne cesse de diminuer dans les budgets des ménages. Alors, ce sujet de l'énergie rencontre un autre sujet dont on est tous conscients, qui est le sujet de la crise du logement.
qui n'a jamais été aussi tendu depuis des décennies. Je prends l'exemple, moi, de Brest, sur lequel le logement social, les demandes de logements sociaux n'ont jamais été vraiment un sujet. Nous avons 26% de logements sociaux et il n'y avait pas d'attente particulière. Eh bien, évidemment, le contexte a complètement changé, puisque chez moi, c'est 3 personnes qui attendent pour un logement social. Et puis, une consommation qui est finalement nouvelle des fonds de solidarité logement. Je ne sais pas si dans vos territoires c'est comme chez moi, mais on voit que, alors qu'ils ont été longtemps sous-consommés, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Ils sont même surconsommés, et ça rejoint bien, les retours que nous font les bailleurs sociaux sur l'augmentation des impayés. Alors, aujourd'hui, c'est plus de 80% des Français qui déclarent que la consommation d'énergie est un sujet de préoccupation majeur. Rappelons quelques chiffres pour dresser l'état des lieux. La précarité énergétique, ça touche 26% des ménages locataires du parc privé, 36% du parc social, et 62% des ménages en précarité énergétique sont des propriétaires occupants. Donc voilà pour l'état des lieux, avec, pour ouvrir cette table ronde, le partage de quelques sujets quand même d'inquiétude. Je pense d'abord au logement social. Outre les tensions que nous connaissons sur le logement social, il va y avoir un sujet évidemment majeur pour les bailleurs sociaux, c'est cette rénovation énergétique, puisqu'ils sont bien soumis à la loi climat et résilience. Et donc ça va être un sujet qui va leur coûter, qui va coûter extrêmement cher. Ils n'auront plus le droit de louer des logements à partir d'un DPE GF ou E dans bientôt 10 ans. Donc un sujet majeur qui est estimé à 2 ou 3 milliards de besoins de financement par an, donc c'est gigantesque. Or, les bailleurs sociaux nous disent que leurs fonds propres se fragilisent. C'est une conséquence de plusieurs décisions. La baisse des APL, qui a été compensée par la réduction de loyer de solidarité, donc qui a grévé leurs ressources issues des loyers, la hausse de la TVA, la hausse du livret A, autant de mesures qui fragilisent leur capacité de financement. Et donc la question légitime qu'ils posent et qui nous préoccupe, nous, CCAS, puisque nos ménages sont orientés vers les logements sociaux, sont en attente, c'est comment ils vont relever ce défi. Pour nous, CCAS, évidemment, nous sommes aussi concernés, non seulement parce que nos factures d'énergie augmentent. Chez moi, de BP à BP, l'électricité, le tarif a doublé, la facture de gaz a quadruplé, mais aussi parce que nous gérons du logement accompagné, de l'hébergement d'insertion, nous gérons des CHRS par délégation de compétences de l'État, des pensions de famille, des dispositifs ALT, des EHPAD, autant de bâtiments qui pour certains doivent être rénovés, alors même que ces dispositifs sont pour beaucoup en grande fragilité budgétaire, si ce n'est en déficit budgétaire. Je pense particulièrement à la situation des EHPAD, où c'est comme la transition énergétique ou le dérèglement climatique, le vieillissement va arriver, c'est mesuré, c'est un défi majeur, et pourtant les financements ne sont pas là. Pierre Moscovici nous l'a rappelé ce matin. Et donc on vit une situation tendue en se disant comment on va financer cette rénovation énergétique. Et donc toutes ces inquiétudes, ce sujet majeur que nous devons prendre à bras-le-corps, avec énergie, en montant en compétences et sans complexe, parce que l'énergie, c'est un sujet qui paraît technique, mais on doit se mobiliser là-dessus. Plusieurs exemples le montrent. Le bouclier tarifaire, lorsqu'il a été mis en place, avait oublié l'habitat en chauffage collectif, ce qui a nécessité de faire du lobbying pour que beaucoup de nos ménages en situation de précarité ne soient pas, ne subissent pas un préjudice de ce trou dans la raquette. On va parler du chèque énergie avec nos intervenants à la table ronde et de ses limites. Et puis Luc Carvona nous l'a bien dit ce matin, on ne peut pas régler cette question majeure qui est une transition de société avec des chèques ponctuels qui sont des mesures d'ajustement. Donc voilà quelques questions pour ouvrir cette table et merci de votre intérêt pour ce sujet. Merci d'avoir fait l'état des lieux et surtout les enjeux qui sont derrière cette question.
Et justement, je me tourne vers Sébastien Maire, qui est délégué général de France Ville Durable. Peut-être deux mots pour présenter France Ville Durable, puisqu'il s'agit d'une association qui fédère à la fois des acteurs publics et privés. Oui, tout à fait. Donc bonjour à toutes et tous. Vraiment toutes mes excuses de ne pas pouvoir être physiquement présent, mais avec Laurent, nos 2 trains qu'on a essayé de prendre ce matin ont été annulés. Donc on tenait absolument à participer quand même, même à distance. Ravi de cette invitation. Donc en 2 mots, France Ville Durable est une association de parties prenantes professionnelles, publiques et privées, qui réunit 4 collèges d'acteurs professionnels, l'État, très présent, à travers plusieurs ministères et un grand nombre des agences et des opérateurs qui font la ville durable, hein, l'ANA, l'ANRU, l'ADEME, le CSTB, la Banque des Territoires, etc., des collectivités locales qui adhèrent en direct et un partenariat fort avec Intercommunalité de France, qui nous donne une légitimité pour intervenir partout où il y a un EPCI, des entreprises, deuxième spécificité, une logique publique-privée assumée, en disant que la transformation écologique et solidaire d'un territoire, c'est d'abord et avant tout la transformation de son économie, mais bien plus que des politiques publiques. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis le dernier collège est celui des experts, parmi lesquels le Conseil national de l'ordre des architectes, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, l'Union sociale pour l'habitat, l'ensemble des bailleurs sociaux, et bien d'autres, avec un objectif, repérer, rediffuser le plus largement possible, notamment aux collectivités locales, des outils, des méthodes, des exemples concrets de politiques publiques et de réalisation, de démonstrateurs qui permettent 2 choses en même temps, avec les mêmes politiques, les mêmes projets, les mêmes budgets. L'accélération de la transformation écologique et solidaire et énergétique des territoires et leur montée en résilience, parce qu'on sait qu'il est trop tard pour un certain nombre de sujets et que, en particulier, les personnes vulnérables seront les premières victimes. Donc moi, j'ai envie de répondre tout de suite à la question qui est posée dans cette table ronde par le fait qu'il est impossible de faire l'un sans l'autre. Il n'y aura pas de transition énergétique sans transition solidaire, et il n'y aura pas de transition solidaire sans transition énergétique. Et je pourrais détailler par la suite si vous le souhaitez. Alors, Marion Maury a plutôt attiré notre attention aussi sur l'urgence, sur l'actualité du sujet. Vous travaillez plutôt sur le moyen terme et le long terme de transformation de la ville. Oui, mais ça ne nous a pas empêché, par exemple, d'organiser en urgence, au début de l'automne dernier, un webinaire avec l'ensemble de nos membres pour présenter des façons de gérer le moins mal possible la crise énergétique de l'hiver. Donc, on fait les 2 sujets, mais on n'est plus sur le moyen terme, pas sur le long terme tellement, hein, parce qu'on part du principe qu'il faut agir absolument tout de suite, qu'on a toutes les solutions et qu'on a déjà pris beaucoup de retard. On n'a pas engagé les transitions dont on parle dans cette table ronde en réalité, hein. On en parle beaucoup dans toutes les tables rondes depuis des années, mais on n'a pas démarré concrètement ce que seraient des transitions opérationnelles. Donc il faut aller vite. Il faut aller vite. Je vais pas rappeler les délais qui nous sont donnés par des limites physiques, hein, par ailleurs, qui ne sont pas des limites politiques ou économiques. Donc on n'est plus sur le moyen terme, en effet. Alors, on évoquait tout à l'heure en introduction la question des ZFE. Vous vous êtes penché sur cette question de la mobilité dans la ville et de ce que ça veut dire répondre à un impératif de santé publique, à un impératif environnemental, mais aussi tenir la corde sociale, le lien social. Je trouve que les ZFE, qui animent énormément, hein, forcément, les discussions, les débats, les controverses dans les territoires, sont une magnifique illustration des incompréhensions qui existent par rapport aux enjeux de transition écologique et énergétique. On a, notamment avec les logiques de développement durable, un oxymore dont on est enfin peu à peu en train de sortir, considéré que le développement économique était au même niveau que l'environnemental et le social. Ça a été rappelé tout à l'heure par Martial Bourquin en conclusion de la table ronde précédente. L'économie aujourd'hui produit de l'exclusion. Et elle produit aussi tous les désastres écologiques auxquels on doit faire face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce triptyque, on a considéré que la priorité absolue, le but, l'objectif, c'était l'économie et que le social et l'environnemental devaient s'y adapter. Mais on peut considérer que l'économie, c'est un outil, un moyen de faire fonctionner la société et d'améliorer la qualité de vie des gens, et que c'est elle qui doit s'adapter, être re-régulée, hein, notamment l'économie du donut, on pourrait en parler longtemps.
L'objectif, dans le cadre des ZFE, c'est d'abord la santé publique. La pollution de l'air, c'est 9% de la mortalité en France chaque année. C'est 48 000 morts par an. Mais ça ne se voit pas, ça se... En particulier, c'est le premier stress sanitaire. Ça tue autant que l'alcool et le tabac, sauf qu'on peut choisir de ne pas fumer et de ne pas boire, c'est un peu plus compliqué de ne pas respirer. Les ZFE, elles ne sont pas faites pour protéger les riches du centre-ville qui n'ont pas besoin de voiture. Elles sont faites pour protéger les personnes qui, en général, sont les plus vulnérables socialement et qui vivent justement dans les endroits les plus pollués, autour, par exemple, Paris, du périphérique. Moi, j'avais suivi, quand je travaillais à la ville de Paris, le détail des émissions de particules fines, ce n'est pas au centre de Paris, hein. C'est autour du périph', autour des autoroutes qui sont en première couronne. C'est tous ces quartiers, justement, de population qui considèrent que la ZFE est contre elles, qui sont les premières victimes de la non-transition. C'est la même chose sur les sujets énergétiques liés à la production de chaleur, à la production de froid dans les années à venir, qui va être un vrai sujet. Ce sont les personnes les plus vulnérables qui vivent dans les passoires thermiques, ça a été rappelé tout à l'heure, et qui n'ont surtout pas la solution pour aller faire respirer les enfants dans la maison de campagne le week-end ou en vacances l'été. Non, c'est 100%, 365 jours par an, on subit la pollution de l'air, la chaleur, le froid, etc. Donc ces politiques publiques, elles visent d'abord à protéger les plus vulnérables. Mais peut-être qu'on peut considérer qu'entre la mobilité et la santé, il y a un objectif et un moyen. L'objectif, c'est la santé. La mobilité, c'est un moyen. Ce n'est pas un but absolu. On a considéré que, en considérant la mobilité comme un but, on a fait l'étalement urbain. On a fait tout ce qu'on est en train d'essayer de corriger aujourd'hui en disant c'est pas grave, c'est logique que pour aller travailler, une personne passe 2 heures dans les transports tous les jours et n'ait plus donc la possibilité d'accompagner ses enfants à l'école, de faire les devoirs à la sortie, parce que l'important, c'est d'aller travailler dans l'entreprise et de travailler. La parentalité, c'est un enjeu majeur de résilience des territoires. Mais quand on doit passer 2 heures ou 3 heures par jour dans les transports, quels qu'ils soient, pour aller travailler, parce qu'on considère que c'est plus grave, c'est la norme, c'est normal, vous n'avez pas de travail à côté de chez vous, allez en chercher à 2 heures de chez vous, c'est normal. Tant pis pour la vie de famille, tant pis pour la qualité de vie, tant pis pour tout ça. Remettons ça dans le bon sens, en considérant que le but, c'est pas que les gens aillent travailler à 2 heures de chez eux. Et puis, De s'il toute n'y a façon, pas de et qu'on transport doit public... réaménager l'emploi, réaménager le territoire pour rapprocher l'emploi de l'endroit où vivent les gens, plutôt que de créer des nouvelles infrastructures de mobilité qui vont leur faire aller toujours plus loin et plus vite, mais de toute façon avec un bilan écologique dramatique, même malgré toutes les tentatives de greenwashing autour de tout ça. Alors, on verse tout ça au débat, hein. On va continuer le tour de table, et puis je pense que ça va animer nos débats, votre point de vue. Et c'est aussi tout notre rapport, effectivement, à la ville, au travail, tout notre rapport aussi aux autres et à la société. Je continue le tour de table avec Pascal Terrasse. Pascal Terrasse est aujourd'hui directeur général adjoint du CEREMA, mais il n'est pas un inconnu ici, puisque vous avez beaucoup travaillé sur les politiques sociales, d'abord comme directeur d'établissement, puis comme élu local, et puis élu national, député. Vous avez porté beaucoup de projets de loi et propositions sur les politiques sociales. Aujourd'hui, au CEREMA, peut-être rappeler en 2 mots ce qu'est cet établissement public qui est hérité des grands laboratoires et outils de ce qu'on appelait autrefois le ministère de l'équipement et qui est devenu un établissement public État, collectivité locale dans cet accompagnement de la transformation écologique et donc aussi énergétique. Alors, 2-3 mots, je vais dire peut-être des banalités, mais qui me semblent utiles de rappeler ici. Les 2 intervenants précédents ont un rôle auprès des élus, sont eux-mêmes élus, qui est déterminant. Et je voudrais vous faire partager cet élément qui, pour moi, est très important, c'est que la France s'est engagée à travers les COP, à travers les grandes conférences internationales, dans une trajectoire qui vise à limiter les gaz à effet de serre et à limiter l'augmentation de 2 degrés, on parle même de 4 aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, la température de notre pays. Bon. C'est bien, ces engagements sont pris par la nation française, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est dans les collectivités, dans les territoires que les choses se feront. On peut prendre toutes les dispositions, on peut prendre
toutes les bonnes intentions que l'on veut au niveau national ou international, c'est dans les territoires que les choses se font. Et j'en viens donc au CEREMA. C'est la fameuse formule, les problèmes sont globaux, les solutions sont locales. Je suis parfaitement d'accord avec cette belle formule que je reprendrai bien à mon compte. Le CEREMA, justement, vous l'avez dit, c'est un établissement technique héritier du ministère de l'Équipement où très tôt nous avons pensé qu'il fallait que l'on sorte de notre rôle d'aménageur, puisque nous sommes héritiers, au fond, des grands aménageurs publics, pour aller vers l'adaptation au changement climatique. Et on s'est dit, au fond, faire de cet établissement qui dispose à peu près de 2500 ingénieurs, comment on va nous-mêmes travailler avec les collectivités territoriales, puisqu'on travaillait essentiellement pour l'État, pour les ministères. Et donc là, on vient de changer en effet nos statuts, et donc à partir du 1er juin prochain, nous serons le seul et unique établissement national ayant dans son conseil d'administration une gouvernance gérée par les collectivités territoriales. C'est quelque chose de très nouveau. Les collectivités sont adhérentes, on a 650 grosses collectivités qui ont déjà adhéré, et donc notre rôle dans les mois et les années à venir, ça va être évidemment d'accompagner ces collectivités à transiter. Les financements, je le dis ici parce que je le pense, sont là en réalité. Entre ceux du Fonds vert, ceux des CRTE, enfin on pourrait les citer, ou des aides très directement liées à ma prime Rénov, au C2E. Il y a des financements aujourd'hui qui sont établis à peu près à 85 milliards d'euros. Je sais que les grandes associations d'élus, les grandes ONG considèrent que c'est plutôt 100 milliards d'euros, mais on n'est pas loin. La vraie difficulté aujourd'hui pour beaucoup d'élus, c'est au fond, très bien, il y a de l'argent, mais comment on fait? Comment ça se passe? On n'a pas cette ingénierie. Et où est-ce qu'on le mobilise? Tout à l'heure, Marion Maury évoquait les établissements, les EHPAD, tout ce patrimoine public qu'entretiennent les CCAS. Là, il y a la possibilité pour vous d'intervenir sur ce patrimoine public? Oui, c'est d'ailleurs le sens des missions qui sont les nôtres et qui le seront encore plus demain. On aura cette capacité à intervenir, notamment parce que les préfets nous solliciteront, parce que les collectivités nous solliciteront pour savoir comment on fait. Alors, on va prendre un établissement public recevant des personnes âgées, un EHPAD. On sait que beaucoup de ces EHPAD restent encore des passoires thermiques, c'est une réalité. Et évidemment, si on doit faire des travaux, ça coûte cher, ça a un impact sur le prix de journée des résidents. L'aide sociale à l'hébergement, elle est celle qu'on connaît, et le montant des retraites, j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, comment on fait? Là, le CEREMA, en lien avec l'ADEME qui apporte les financements, on peut vous accompagner, on peut accompagner les CCAS pour évidemment trouver les bonnes solutions. La première des solutions, c'est pas forcément d'abord de faire des travaux. Les travaux peuvent venir ensuite, mais on a fait ça, on a expérimenté ça sur les établissements scolaires avec un dispositif qui s'appelle CUBES exactement. On s'est rendu compte qu'on pouvait, par l'utilisation de locaux, par l'organisation, le déploiement d'outils très simples à mettre en place, réduire de 20 à 25% nos charges énergétiques. Donc avoir des possibilités de politique d'efficacité énergétique. D'efficacité énergétique avant, et puis nous disons que ces premiers rendez-vous à l'efficacité énergétique aboutissent à la maîtrise des coûts, et on peut imaginer qu'avec cette maîtrise des coûts, on aille vers des investissements qui soient plus lourds, ceux liés à la toiture, par exemple, aux huisseries, enfin, toute une série de coûts qui sont, eux, beaucoup plus chers. Donc, on peut s'organiser dans la durée pour limiter les coûts énergétiques, pour investir dans des opérations nouvelles, avec les financements qui vont bien avec. Je tiens à le dire, parce que ce matin, un conseil des ministres a été présenté par le ministre Béchu, l'utilisation du fonds vert. On voit que cette utilisation, c'est 2 milliards d'euros sur 2 ans maintenant. C'est pour la première fois, il faut le dire quand même, une somme qui n'est pas un recyclage financier comme on a trop l'habitude de le faire dans notre pays. Là, il y a un budget, il y a une ligne budgétaire gérée par le Parlement. Et donc, on voit que pratiquement, je crois que ce matin, ils ont annoncé 500 millions d'euros qui ont été déjà demandés par les collectivités territoriales. 27% sur les projets. Si on rajoute ça avec d'autres financements qui viennent en complément, on voit que c'est un véritable effet levier où on peut y rajouter peut-être de la DETR, on peut y rajouter de la DSIL. Et ces aides-là
on les retrouve beaucoup, et j'ai été même surpris par le rapport ce matin au Conseil des ministres, que j'ai lu là avant de rentrer, on le retrouve beaucoup dans les zones rurales, là où vous avez les zones les plus reculées, où il y a eu des demandes très fortes sur l'adaptation des locaux municipaux, ça peut être une école, ça peut être un EHPAD. Alors là, on voit bien un outil de transition énergétique qui va être utile pour le budget des CCAS, mais qui ne va pas toucher l'usager et qui a aujourd'hui sa facture d'électricité qui explose, telle qu'on l'a tous vu récemment. Oui, alors si on regarde il ne faut pas se mentir, si on regarde les 10 dernières années, le coût du kilowatt produit par le gaz ou par l'électricité, on ne le retrouvera pas demain. La réalité, c'est que... Il faut s'habituer à l'énergie chère. Il faut s'habituer à une énergie probablement qui ne sera pas à 150 € le kilowatt comme on le connaît aujourd'hui, malgré le fait qu'on va déplafonner le dispositif là prochainement, ou pour le gaz. Mais on sait que le gaz, on ne retrouvera pas du gaz provenant de Russie dans les années à venir. Et pour l'électricité, les producteurs énergétiques de ce pays, essentiellement EDF, rentrent dans un dispositif de grand carénage où il faut qu'ils réhabilitent leurs centrales nucléaires. Il y a toutes les 900, toutes les centrales qui font 900 mégawatts par an doivent rentrer dans un dispositif de grand carénage, ce qu'on appelle les décennales. Donc, il y aura moins d'énergie, et parce qu'il y a moins d'énergie produite, il y a des coûts qui vont considérablement augmenter. Alors, pas par rapport à ce qui existe aujourd'hui, mais on aura des niveaux qui sont très élevés. Et aujourd'hui, quand on parle de précarité énergétique, ça a été dit tout à l'heure, c'est 12 millions de personnes qui sont dans une grande précarité énergétique, près de 3,5 millions de personnes dont on considère qu'au fond, elles n'ont plus les capacités à réellement se chauffer. Et donc nous, au CEREMA, on a fait quand même quelques études sur la ville de Grenoble et Clermont-Ferrand pour savoir, au fond, sur le panier de la dépense obligatoire, c'est-à-dire mobilité, d'une part, alimentation d'autre part et logement, enfin, on a essayé de se dire, au fond, quand on regarde sur un ménage, c'est quoi le reste à vivre? On voit qu'évidemment, selon le niveau de revenu, selon le niveau où l'on habite, un milieu rural, un milieu périurbain ou un milieu très urbain, il y a de fortes disparités en réalité. Il y a de très fortes disparités et donc on sait que par exemple pour le logement social, pour les bénéficiaires de logements sociaux, c'est là où le reste à vivre est évidemment le plus faible compte tenu de ce triptyque alimentation, mobilité et logement, malgré les aides qui existent aujourd'hui. Et vous nous dites ça ne va pas changer. Alors non, je ne dis pas que ça ne va pas changer. En tout cas, il appartient aux élus, à la puissance publique, à se poser les bonnes questions et à y répondre. Moi, ce que je constate aussi dans les indicateurs qui sont connus, sur MaPrimeRénov' par exemple, on voit que les aides qui ont été affectées, qui ont été données aux plus précaires, ont d'abord porté sur le changement de la chaudière. L'aide moyenne, c'est 7 000 €. Et or, on sait que la chaudière, ça devrait être, au fond, le dernier élément à changer. Parce qu'on peut toujours produire de la chaleur. Si on a une passoire thermique chez soi et qu'on brûle de l'énergie pour le ciel, c'est sympathique pour le ciel, c'est moins sympathique pour le porte-monnaie, évidemment, du ménage. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, si l'on devait mobiliser des ressources financières suffisantes pour que les appartements soient aux normes, avant de changer la chaudière, c'est environ 70 000 € par ménage, ce qui est considérable. En même temps, permettez-moi de sortir de mon rôle de haut fonctionnaire, vous ne le direz pas à l'extérieur, mais on vient de brûler 100 milliards d'euros en 2 ans sur le chèque énergie. 100 milliards d'euros. Ouais, on a tous profité. C'est énorme. L'Allemagne n'a pas fait ça. L'Allemagne a privilégié ses transports collectifs avec les billets pratiquement gratuits. L'Espagne a joué essentiellement sur la TVA, la Finlande sur d'autres projets. Nous, on a brûlé 100 milliards indistinctement selon les revenus des uns et des autres. La politique des chèques qu'on évoquait depuis ce matin. C'est la politique des chèques. Alors tout ça, c'est sympathique. Moi, j'en ai profité, je suis bien payé, je suis haut fonctionnaire, je le dis. Est-ce que j'avais le droit de bénéficier de ces aides? Je ne le crois pas. Alors certes, ça a eu un avantage, on a une inflation la plus faible d'Europe. Donc on a limité l'inflation. C'est aussi un avantage, évidemment, pour celles et ceux qui ont les plus bas revenus. Mais dans le même temps, ces 100 milliards d'euros, je pense, auraient dû être mieux utilisés, notamment vers l'adaptation au changement. Alors, vous nous dites bien sûr, et sur le parc social en particulier, agir sur ce qu'on appelait autrefois traditionnellement les économies
d'énergie, c'est-à-dire des bâtiments qui soient plus vertueux. Avec la mobilisation du fonds vert, ça va être possible, mais on revient toujours à l'usager final, avec la capacité pour ceux-là de pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Vous évoquiez cette mesure que vous avez faite sur trois villes, hein, avec des typologies d'habitants. Quelles recommandations pourraient accompagner cette observation que vous avez menée? Alors, bon, ma prime rénov existe, c'est quand même très complexe et c'est un maquis d'informations qui est très douloureux pour celles et ceux qui veulent en bénéficier. Alors, on retrouve le débat précédent sur la complexité administrative. Mais toujours, quand vous lisez les dispositifs Ma Prime Rénov', franchement, c'est très complexe. Et je ne vous parle pas des modes opératoires, les outils, le véhicule juridique qui amène ces financements. Je ne vous parlerai pas ici des C2E. Ce que je crois, et ça, dans l'accompagnement qu'on a fait avec ces collectivités, c'est que je crois qu'aujourd'hui, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut travailler en territoire. Les travailleurs sociaux, ceux qui sont en direct, qui sont le tiers de confiance, en réalité, ne sont pas suffisamment formés à ces outils. Alors, certes, il y a des associations, il y a les ALEC dans certains départements, etc. Mais je pense que les travailleurs sociaux, ceux qui travaillent auprès, au fond, des personnes les plus précaires, sont vraiment engagés dans les dispositifs de transition écologique parce qu'elles voient en réalité ce qu'il reste à vivre pour les familles. Mais quand il s'agit de monter un dossier, on rentre dans un dispositif de maquis très complexe où on n'arrive pas, au fond, à trouver les bonnes réponses ou le temps qui est utile pour les bonnes réponses. Et je pense que là, pour le coup, il serait bien utile, en lien avec l'État et les collectivités territoriales, de mettre des ambassadeurs, peut-être s'appuyer sur les services civiques, ça existe déjà partiellement, mais accompagner tous ces travailleurs sociaux de manière à ce que les bonnes réponses soient apportées aux bonnes personnes. Et Marion Maury a attiré notre attention sur le parc privé aussi dégradé, où des propriétaires n'auront pas les moyens de faire ces travaux pour louer aux normes qui sont exigées, avec là aussi des problèmes de marchands de sommeil et de dégradation. Oui, là, sur les DPE, bon, ça a été évoqué par Marion à l'instant. On sait que les choses vont aller très vite. Je pense quand même qu'on va se retrouver dans la même situation que dans les ZFE, c'est-à-dire qu'on va reculer, comme on l'a fait pour ceux qui s'en souviennent, puisque j'en avais été le rapporteur sur l'adaptation des bâtiments publics aux normes pour handicap. Ça a été reporté 3 fois. Hein. Tous les bâtiments publics devraient être aux normes handicap et on n'est pas encore arrivé au terme. La grande loi sur l'accessibilité. On est bien d'accord. Voilà, la puissance publique, et elle n'a pas tort, le législateur a raison de fixer, au fond, des dates limites pour pousser. Mais on sait très bien que pour les ZFE, moi qui ai mon siège social à Lyon, le maire écologiste de Lyon lui-même a repoussé parce que quand il faut changer 60 à 70% du parc des véhicules, comment ça s'organise? Qui paie? Sous quelle forme? Tout le monde est OK. Mais en gros, un véhicule électrique, si on privilégie l'électromobilité ou d'autres formes de mobilité, certes, il y a les transports collectifs, le vélo, etc., mais on a quelquefois besoin encore de véhicules personnels. Tout ça va mettre beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut que chacun soit bien conscient d'une chose. Je voudrais peut-être conclure sur cette partie-là. Le ministre Béchu, il y a quelques semaines, est allé visiter la démolition d'un bâtiment qu'on appelle le Signal, qui est un bâtiment à bordure de l'océan, pour parler du trait de côte. Et il a lancé quelque chose d'assez extraordinaire venant d'un ministre. À Soulac-sur-Mer. À Soulac. Il a lancé quelque chose d'extraordinaire. Il a dit en gros, on travaille sur +2. Ce qui serait pas mal, c'est d'envisager l'hypothèse +4. Pour quelqu'un comme moi, j'ai reçu ça comme quelque chose... +4 degrés. Hein, +4 degrés. J'ai reçu ça comme quelque chose de très fort. Parce que +4 degrés, ça veut dire que la ville de Lyon ressemble à Casablanca aujourd'hui. C'est ça la vérité. Comment on va adapter nos villes? On parle tous d'îlots de fraîcheur en ville, réhabiliter les cours d'école, donner plus de verdure à la ville. Demain, comment on va aussi peut-être peindre nos maisons en blanc, parce qu'on sait qu'une maison qui est peinte en blanc, c'est une température qui est plus limitée, etc. Comment on va organiser les temps scolaires?
Quand on est à plus 4 degrés, comment tout ça s'organise? Le travail, le mode d'organisation. Comment on va organiser le maintien à domicile des personnes âgées? Comment aussi on va organiser la promiscuité de famille dans du logement social dans ces conditions? Et là, c'est pas une bonne nouvelle, mais comme on a beaucoup d'élus dans la salle, on est en train, au CRMA, d'imaginer un APP, une AMI plus exactement, pour dire, voilà, on pourrait imaginer d'avoir une quinzaine de territoires, une vingtaine de territoires pilotes. Donc on prend des territoires qui sont eux-mêmes engagés dans le dispositif, qui souhaitent s'engager dans le dispositif, avec des territoires très hétérogènes, ceux de la montagne, voilà, ceux du littoral, la ruralité, du monde rural. Et on se dit, voilà, on part sur 3 ans et on imagine plus 4 degrés dans vos territoires. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on va lancer cette opération avec le ministère. Ça va être annoncé dans les... Alors il faut savoir que ce scénario possible n'est pas le plus probable, on peut l'espérer du moins. Mais il faut tout faire pour l'éviter. Oui. Merci. Alors, on va aller sur un territoire qui est à la fois pilote, qui va s'exprimer à 2 voix. Avec vous, Oriane Filleul, qui est avec nous et qui portait les politiques sociales. Et puis votre collègue Laurent Monnet, qui est maire adjoint à la transformation écologique. Laurent Monnet est avec nous. Est-ce qu'on le retrouve? Voilà, bonjour. Tout à fait. Bonjour. Et quand on est sur justement cette transition énergétique, Saint-Denis a une politique territoriale énergétique que vous portez sur cette transformation et je pense en particulier à ce que vous faites en matière de réseau de chaleur, d'autosuffisance énergétique, si c'est un but, la façon du moins d'y arriver ou du moins de progresser par rapport à cette problématique. Oui. Bonjour à toutes et tous. Et moi aussi, je m'excuse, comme Sébastien Maire tout à l'heure, de ne pas pouvoir être avec vous. Du coup, je suis ravi de partager cette table ronde également avec ma collègue Oriane Filleul, qui est en charge des solidarités à la ville. Et ce qui est l'occasion aussi de dire combien on travaille collectivement sur ces sujets, ce qui est évidemment essentiel. Alors, je suis maire adjoint à la ville de Saint-Denis, en charge de la transformation écologique, de la nature en ville, mais de la commande publique également, ce qui a son intérêt. Et puis, j'ai un certain nombre d'autres responsabilités, notamment au niveau de Plaine Commune. Il y a pas mal de choses qui se Plaine Commune, c'est l'intercommunalité dans laquelle vous êtes. Exactement, c'est le territoire qui est au nord de Paris, qui regroupe 9 communes, dont Saint-Denis et puis ses communes voisines. Et beaucoup de choses se développent aussi à ce niveau-là. Je suis également donc président du réseau de chaleur, vous l'avez évoqué, qui s'appelle le SMIREC. C'est un syndicat qui regroupe 8 communes de ce territoire, de Plaine Commune, plus le territoire lui-même. Et enfin, je suis également président de l'agence locale énergie-climat du territoire de Plaine Commune. Voilà, donc, ce qui nous met un peu au cœur de questions énergétiques qui ont été abordées jusque-là. Moi, je rejoins pas mal des propos qui ont été évoqués par les uns et par les autres depuis le début de cette table ronde. Je voudrais peut-être redire le rôle essentiel que jouent effectivement les villes dans la réponse à la question qui est posée aujourd'hui, à laquelle moi aussi j'ai envie de répondre comme Sébastien, que cette réponse ne peut être que positive, bien entendu, qu'il faut que la transition énergétique soit juste socialement et solidaire, et que les villes ont un rôle majeur à jouer dans ce domaine-là. Elles ont un rôle majeur aussi parce qu'elles portent une part de responsabilité dans la situation qu'on connaît au plan climatique. Elles sont largement responsables d'une grosse part des émissions de gaz à effet de serre notamment, et puis elles portent aussi une responsabilité aussi dans un certain nombre d'inégalités territoriales notamment qui se sont développées. Le territoire de Saint-Denis, je pense que tout le monde l'a bien en tête, c'est un territoire de forte précarité, avec un taux de pauvreté et un taux de chômage parmi les plus élevés de France, mais aussi au plan environnemental, de nombreuses vulnérabilités. Un territoire contrasté parce qu'en même temps, c'est un territoire qui, en matière d'accueil d'entreprises, de développement économique, est très volontariste. Oui, enfin, ce qui pose question. Enfin, on peut revenir d'ailleurs sur cette histoire. Enfin, le territoire de Saint-Denis, c'était historiquement
cas il y a quelques dizaines d'années, hébergeait des industries, et en particulier des industries énergétiques, puisqu'on avait des centrales de production à la fois de gaz et d'électricité à base de charbon. Et il faut se souvenir que ces centrales, elles étaient essentiellement là pour alimenter Paris. Hein. Elles n'avaient pas forcément de vocation notamment parce que en termes d'électricité, elles servaient à alimenter le métro qui n'arrivait pas jusqu'à Saint-Denis à ce moment-là. Donc, c'était des territoires dits servants dont on garde de nombreuses séquelles environnementales, notamment au plan des sols, par exemple, qui sont extrêmement pollués, quoi. Donc, voilà, des territoires historiquement industriels. Et puis ensuite, on a, comme vous venez de l'exprimer, effectivement, choisi, à partir du Stade de France, à peu près, de la Coupe du Monde, choisi d'héberger des grands sièges de grands groupes de services, enfin, de diverses natures, mais essentiellement des sièges, quoi. Et en fait, ça rejoint un peu ce que disait Sébastien tout à l'heure sur les transports. Mais, et c'est là que la politique aussi des collectivités est essentielle. Le choix qu'on fait en matière de développement économique, par exemple, joue sur les transports, sur les mobilités. Et on s'est aperçu pendant le Covid, tout le monde s'en est aperçu que, oui, ceux qu'on a appelés La deuxième ligne, mais qui étaient les indispensables pour exactement, les indispensables, eh bien, en tous fait, les ils venaient de services à la Seine-Saint-Denis, ville. et puis ils avaient quand même besoin de traverser le territoire. Et aujourd'hui, c'est vrai encore, malheureusement, que cette politique d'hébergement de grands sièges, elle n'a pas servi le territoire et ses habitants. Donc ça, c'est un changement majeur sur lequel les collectivités peuvent intervenir, c'est-à-dire porter une politique qui est une politique économique qui répond à la fois aux besoins locaux, mais aussi qui joue sur les atouts de la population locale, quoi. Et ça me paraît essentiel. Très, très généralement, d'ailleurs, et ça va m'emmener à la question des réseaux de chaleur. La conviction que je porte, c'est que il faut que les villes se réapproprient tout un tas de services et d'activités essentielles. Alors, vous avez parlé d'autonomie. Évidemment, c'est un bien grand mot. On n'a pas cette capacité-là dans beaucoup de domaines. On va peut-être parler de l'alimentation, qui est un sujet qui nous tient aussi énormément à cœur à Saint-Denis. Mais en matière d'alimentation ou d'énergie, qui sont évidemment des clés, on n'a pas cette capacité d'autonomie. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'on ne l'a pas qu'il ne faut pas travailler à développer. Et alors justement, vous travaillez à développer, et en particulier un réseau de chaleur locale. Automatiquement, ça veut dire aussi des investissements, des coûts, mais aussi un retour pour l'usager, pour l'habitant. Tout à fait. Alors bon, on a effectivement, c'est un réseau de chaleur historique sur la ville de Saint-Denis et le territoire de pleine commune, comme je disais tout à l'heure. Il y a 50 ans, il était au charbon, hein, donc avec des énergies évidemment pas renouvelables du tout et très impactantes au plan des émissions. Tout ça a progressivement évolué avec la géothermie qui est arrivée chez nos voisins à La Courneuve dans les années 80 et qu'on développe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un réseau de chaleur qui alimente, il faut l'avoir en tête, quasiment 50% des logements de notre territoire, ce qui est quand même énorme. Enfin, on parlera sans doute de logement, mais c'est aussi notre chance quand même d'avoir un réseau de bailleurs sociaux conséquent, y compris quand on parle de rénovation thermique d'ailleurs. Voilà, en tout cas, on alimente beaucoup des logements de notre territoire. Et aujourd'hui, on le fait donc avec une énergie qui était en 2022 à plus de 60% d'énergie renouvelable. Alors, on a quoi dedans? On a de la biomasse. Alors, pour l'instant, c'est du bois qui vient de forêts voisines. Hein. On est très attaché à l'origine de ce bois. Il vient des forêts d'Ermenonville, de l'Oise, etc. Mais on développe beaucoup des énergies très locales, cette fois, que sont la géothermie. On est en train alors, sur le village olympique, hein, qui est une opportunité pour nous, il y a un développement d'une nouvelle géothermie qui va produire à la fois du chaud et du froid. Mais on développe une autre centrale géothermique dans le quartier des Francs-Moisins, à côté du Stade de France, pour alimenter également notre réseau, de types de géothermie un peu différentes. Et globalement, c'est notre stratégie de travailler sur de l'énergie locale. On va prochainement récupérer
de la chaleur qui vient d'incinérateurs de déchets de Saint-Ouen, notamment du SICTOM. Et puis, on a un projet aussi assez innovant de récupération de la chaleur d'un data center. On est un territoire qui héberge également beaucoup d'activités numériques avec des data centers, parfois très gros. Je crois qu'on a même le plus gros de France. Eh bien, on va là, dans les prochains mois, pouvoir récupérer cette chaleur pour alimenter dans un premier temps le centre aquatique olympique qui se construit dans le quartier du Stade de France également. Et puis prochainement les quartiers qui seront construits autour de ce centre aquatique. Alors Laurent Monnet, donc une interco et une ville qui construit une politique énergétique. Et là, je me tourne vers votre collègue Oriane Filleul, vous qui êtes adjointe à la solidarité. Comment l'habitant s'y retrouve? Est-ce que ce réseau de chaleur locale lui permet concrètement de faire des économies, et en particulier dans le logement social? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, avant de répondre à votre question et en complément de ce que disait mon collègue Laurent Monnet tout à l'heure sur justement les entreprises notamment qui se sont installées sur le territoire de Saint-Denis et chez nos voisins, un petit mot, et Cécile Duflot le disait ce matin aussi en ouverture, que les publics les plus précaires sont aussi ceux qui sont le plus exposés aux pollutions et même parfois aux discriminations environnementales en quelque sorte, parce que effectivement on est sur des territoires qui pendant longtemps ont été les déversoirs un petit peu d'où les sols pollués, d'où les sols très pollués, donc avec des entreprises qui se sont installées ici. On a un superbe parc départemental, le parc Georges Valbon à La Courneuve par exemple, qui a longtemps été une déchetterie. Il y a des terrains qui sont dépollués dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques qui approchent, notamment un terrain qui s'appelle le terrain des essences, puisque l'essence de l'armée était stockée ici, donc les terrains sont extrêmement pollués. Et donc les publics qui vivent sur nos quartiers plus précaires sont aussi ceux qui sont le plus exposés, notamment parce que les grandes infrastructures routières aussi, on n'en a pas encore parlé, mais sont construites à cet endroit-là. Saint-Denis notamment, donc on est à la frontière du périphérique parisien forcément, mais on est aussi au croisement de deux autoroutes qui passent ici. On a également des infrastructures ferroviaires qui traversent la ville, etc. Donc c'est autant de contraintes pour les habitants. Et pour autant, ces populations très précaires sont celles qui ont un impact environnemental le plus faible, puisque ne sont pas ceux qui voyagent le plus, ne sont pas ceux qui se déplacent le plus, qui partent en week-end, qui partent en vacances à l'autre bout du monde, et qui vivent, justement sur votre question sur le logement social, qui vivent dans du logement collectif en très grande majorité. À Saint-Denis, on a 52% de logements sociaux sur la ville, mais tout le logement privé est aussi en très grande majorité du logement collectif des immeubles. Et alors, ce sont des débats qui font souvent rage dans nos communes, mais on n'est pas adepte de l'étalement urbain, on est plutôt adepte de la densification dans nos villes. Et donc là aussi, ce sont des habitants qui occupent peu d'espace au sol en quelque sorte, et donc qui sont peu responsables de bétonisation. Donc vous aurez compris que l'habitant de Saint-Denis a un bon bilan carbone. Exactement, l'habitant de Saint-Denis a un bon bilan carbone, mais souffre beaucoup du bilan carbone des autres, de ceux qui traversent nos villes. Voilà, ça fait partie de nos enjeux. Et quand on voit les cartes de la pollution, effectivement, autour, à Saint-Denis et autour, on fait partie des endroits les plus pollués, notamment avec toutes les infrastructures dont je viens de parler. Et pour les habitants, c'est vrai que le fait d'être raccordé, justement, comme disait Laurent Monnet, la moitié des logements et des équipements sont raccordés au chauffage urbain. Et dans le temps actuel, notamment de crise de l'énergie, justement, on voit particulièrement l'intérêt justement d'être accordé à ce chauffage urbain qui permet un coût de l'énergie bien moindre, des augmentations bien moindres. Et là, avec ma casquette de vice-présidente du CCAS, on s'en rend compte, j'ai envie de dire quasiment quotidiennement. Je pense que la plupart des élus en charge des solidarités qui sont ici siègent dans des commissions d'aide financière dans leur ville. On a énormément de factures énergétiques que l'on prend en charge par le biais de nos aides légales et facultatives. Et globalement, ce ne sont pas les personnes qui sont raccordées au chauffage urbain, justement, qui viennent demander de l'aide. Preuve que la courbe d'augmentation est bien plus faible. Et par contre, effectivement, quand on est dans du logement, notamment du logement privé, on a une grosse partie de logements insalubres dans le logement privé à Saint-Denis, notamment, contre lequel on lutte par ailleurs. Mais sur les factures énergétiques qui explosent forcément, c'est ici qu'on les trouve, donc
les personnes qui ne sont pas raccordées au chauffage urbain dans du logement privé. Et on a un peu de pavillonnaire qui est soumis là aussi souvent à la division pavillonnaire, et là aussi où on voit des factures qui explosent complètement. Merci de toutes ces explications. Alors, on va ouvrir le débat avec vous, peut-être en commençant justement par les ZFE tels que vous les avez évoqués tout à l'heure, et la façon aussi dont Sébastien Maire les a évoqués. Un vrai problème de santé publique. Sur les objectifs, je pense que tout le monde est d'accord. Après, sur la façon d'avancer, peut-être serait-il intéressant que vous nous disiez aussi si vous êtes concernés sur vos territoires. Voilà, est-ce que les micros sont dans la salle pour que vous puissiez intervenir? Non? Voilà, vous avez une main qui se lève et le micro arrive jusqu'à vous. Allez-y. Oui. Merci. Alors moi, je suis élue à Bordeaux et à Bordeaux Métropole. Donc effectivement, nous, on travaille sur la mise en place de la ZFE pour un début en 2024 et après une mise en place progressive. C'est quelque chose de compliqué, avec une acceptabilité compliquée pour la population. D'une part parce que les enjeux, en fait, ils ne sont pas compris. La question de santé publique, elle est comprise quand on le dit, mais depuis peu de temps, c'était peu mis en avant. Cette question de santé, de personnes qui meurent de la pollution. Donc, globalement, les enjeux environnementaux sont toujours un peu compris, peu expliqués. Ensuite, la difficulté, c'est qu'on a une loi qui dit qu'il faut mettre la ZFE dans vos métropoles, et après, on se retrouve un peu seul pour la mise en place. On doit seul déterminer des montants d'aides complémentaires, puisque les aides des États de l'État sont un peu basses. Nous, à la métropole, à Bordeaux Métropole, on est en train de délimiter des enveloppes d'aides financières et des conditions d'accès aux aides financières pour les métropolitains, mais en fait ça concerne les personnes de tout le département, des départements autour, qui viennent travailler dans la métropole et se déplacer dans la métropole. Ensuite, on a déterminé tout un tas d'exceptions, puisqu'on a aussi, on est une métropole, on concentre les grands lieux culturels, les hôpitaux, les grands CHU, comment les gens de l'extérieur peuvent venir, comment on développe les parkings relais, comment on permet aux gens qui vivent dans la métropole et qui utilisent leur camping-car une fois par an de pouvoir utiliser leur camping-car ou leur vieille voiture pour aller à la déchetterie 1 à 2 fois par an, sans pour autant les encourager à racheter des voitures. Et ensuite, la grande difficulté pour nous, c'est qu'on est écologiste et une loi qui nous entraîne à l'achat de plein de voitures neuves. En fait, ça nous semble quand même être un petit peu à rebours de ce qui est nécessaire, surtout qu'à côté, on n'a rien qui interdit de vendre des voitures polluantes, mais par contre, on ne peut plus les utiliser dans les métropoles. Donc c'est assez compliqué, et puis surtout, pour les personnes, il faut vraiment avoir des systèmes d'achat de voitures qui leur permettent de mettre en œuvre ces systèmes d'achat de voitures. C'est-à-dire que si vous avez des aides très importantes, mais qu'à la fin, le reste à charge, même s'il est peu important, il n'est pas accessible pour les personnes, on n'aura pas touché la cible. Il y a des personnes pour qui, alors oui, si on leur donne 15 000 euros d'aide, c'est énorme sur une voiture, mais si à la fin, ils n'ont pas les 3 000 euros débloqués, à débloquer, ils ne pourront pas acheter. Donc il faut développer le microcrédit pour acheter des petites voitures. Il y a un côté un peu vertueux aussi, parce que et là, on peut se féliciter de ça, c'est que les personnes en situation de vulnérabilité, de précarité, ont souvent des voitures, des véhicules très vieux, peu fiables, qui finalement leur coûtent plus cher. Alors si le passage à la ZFE avait au moins cet avantage de permettre à une catégorie de la population de ne plus subir des véhicules très vieux, mais d'accéder à des véhicules plus neufs, moins vieux, plus fiables et aussi moins polluants, ce serait un peu vertueux. Mais en tout cas, c'est compliqué, c'est beaucoup de stress pour les personnes, c'est sur un temps très long la mise en place, donc, je le redis, une acceptabilité très difficile. Donc nous, on fait des réunions publiques, on essaye d'aller auprès des personnes. Là, l'élu en charge de ça à la métropole va rencontrer l'union départementale des CCAS, parce que c'est aussi par les acteurs du territoire que sont les CCAS qu'il faut passer pour pouvoir accéder aux personnes et travailler avec elles les capacités à avoir des véhicules qui vont pouvoir entrer. En tout cas, ça va être très progressif quand même, parce qu'on pense à
une année pédagogique entre 2024 et 2025, où les personnes seront simplement rappelées sur leurs obligations, puis ensuite progressivement intégrées critère par critère pour arriver à une mise en place finale à peu près à 2028 ou un peu plus tard que 2028. Merci de ce témoignage. D'autres témoignages ou façons d'agir? Voilà, le micro va descendre en dessous avec la main qui s'est levée. Voilà, levez bien la main qu'on vous voit. Et de ce côté, voilà, également. Alors, on va passer de ce côté pour commencer, puisqu'on va changer de côté. Allez-y. C'est à vous. Voilà, merci. Donc, je suis vice-présidente du CCAS de Cherbourg-en-Cotentin. Et vous l'avez exprimé, la problématique de l'énergie. Et en début d'année, on s'est retrouvé avec des habitants et des habitantes de la ville chez les bailleurs sociaux pour qui la facture énergétique parfois quadruplée. Donc je pense que la problématique est partagée. Malheureusement, les budgets des CCAS ne sont pas expansifs et on est tous bien en mal en ce moment de boucler nos budgets actuellement. Donc il fallait qu'on trouve une solution et qu'on puisse venir en aide à ces locataires. On a réussi en fait en allant sur le terrain et ensuite en travaillant, j'irai avec les bailleurs sociaux, avec le département, avec l'intercommunalité qui a la compétence aujourd'hui, j'irai du logement, de pouvoir essayer de mettre, je dirais, d'abord par rapport aux aides du département avec le FSL, de changer un petit peu la donne des critères, puisque normalement le paiement des charges ne rentre pas dans le critère FSL. Donc de pouvoir ouvrir à nouveau ce critère pour aider les habitants. Et puis également, je dirais avec les bailleurs sociaux, l'enjeu demain, ça va être la rénovation énergétique, puisque les locataires, malheureusement, qui étaient concernés, pour beaucoup d'entre eux, sont dans des habitations, en fait, des vieux immeubles des années 70. Donc autant vous dire que voilà, il y a fort à faire. Et je dirais à l'époque où on ne regardait pas trop, malheureusement, on ne s'est pas assez intéressé à cette question. Et aujourd'hui, on est au pied du mur et il va falloir effectivement envisager cette rénovation énergétique avec les bailleurs sociaux, dont l'intercommunalité va devoir, je dirais, se pencher là-dessus. Donc, on a monté une première réunion et donc on va travailler comme ça à petits pas. Et ce qu'on a remarqué aussi également, c'est que chez d'autres bailleurs sociaux, il y avait un réseau de chaleur. Et là, le réseau de chaleur, par contre, a protégé, je dirais, les habitants de cette explosion énergétique. Donc, je pense qu'il y a des choses et des expériences sur les territoires qu'il faut absolument, je dirais, partager. Mais voilà, donc je crois que sans l'aide aussi, il faut, au niveau du gouvernement, entendre ces problématiques d'énergie, de transition énergétique. Il faudra bien venir aider les collectivités, je dirais, pour pouvoir, et aussi les bailleurs sociaux, pour pouvoir mener à bien cette politique de transition énergétique. Voilà, on voit bien l'importance de cibler les bailleurs sociaux, politique du logement. ZFE à Cherbourg, ZFE à Cherbourg, vous êtes concernés, vous aujourd'hui Ah, vous avez perdu le micro, on va vous le rendre. Excusez-moi, vous pouvez... Je disais, la ZFE, vous êtes concernés à Cherbourg ou pas Sur la ZFE, la zone à faible émission sur les véhicules polluants, limiter l'accès de la ville à des véhicules polluants. Non, au moment non. Non, vous n'êtes pour le moment. Alors envisagez et écoutez ce qui se dit parce que vous le serez à un moment ou à un autre, peut-être à plus longue échéance. Vous avez le micro de ce côté, allez-y. Bonjour, donc toujours Damien de la ville d'Aubervilliers. Voilà, qui est dans l'interco pleine commune. Oui, avec mes deux collègues qui sont là. Donc on va... Bon, la ZFE, on est en plein dedans, c'est la pagaille, on ne va pas revenir dessus. Par contre, à Aubervilliers, c'est 46% de logements sociaux, dont 26% qui sont en dessous de la lettre G. Donc on a des plans en rue, patati patata, mais le problème c'est qu'on n'arrivera jamais à réhabiliter ces logements avant 2030. Et on a un gros problème d'organisation. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé, il y avait des plans qui étaient en retard, on a essayé de les rattraper, et maintenant on n'arrive plus parce qu'on a tellement de dossiers
à gérer, les services ont tellement de dossiers à gérer qu'ils ne peuvent pas en accumuler d'autres. Donc on a aussi un problème de technicité, d'agents, la connaissance des agents. Le réseau de chaleur, on a beaucoup travaillé avec M. Monge, mais par exemple, tout ce qui est bailleur privé, il faut qu'ils changent leur chaudière, il faut qu'ils changent tout pour le réseau de chaleur. Donc automatiquement, ils sont exclus parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et on ne peut pas les aider en tant que ville, en tant que CCAS. On n'a pas les enveloppes pour qu'ils changent leur système de chauffage pour bénéficier du chalot, du réseau. Alors vous pouvez les aider peut-être à connaître les dispositifs que vous évoquiez tout à l'heure, Pascal Terrasse, pour qu'il y ait accès, parce que effectivement, on a ciblé beaucoup notre débat sur le logement social, mais il y a les locataires du parc privé qui est en train de se dégrader, comme vous l'expliquez. C'est ça. Et le problème, c'est que nous, en mairie, on n'arrive plus à les aider, à répondre à leurs questions. Il y a beaucoup de syndics, des copropriétés qui n'ont pas de syndic, qui sont ou en administration ou avec un syndic volontaire. Et ça, c'est une catastrophe. Et les syndics professionnels ne veulent pas leur prendre parce qu'il y a 10 ans de travail en retard. Et au niveau municipal, on ne sait pas comment leur répondre. Donc voilà, ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour cette raquette, enfin ce trou dans la raquette ? Merci beaucoup. Merci. Passez le micro à votre voisin, voilà, très bien. Oui, bonjour, donc moi je m'appelle Antoine Bouchez et j'habite à Montrouge, donc je suis administrateur. Je voudrais faire un lien entre ZFE et aussi la rénovation thermique, parce que les deux phénomènes font une exclusion en fait, des populations précaires. Alors je m'explique. La ZFE, effectivement, 80% de notre population à Montrouge, alors contrairement à ce que son nom ne laisse pas entendre, nous sommes une ville qui est plutôt bobo. Hein. Donc 80% étaient favorables à la ZFE. Ceci étant, je veux dire, les personnes qui sont modestes n'ont pas, au moins dans ma commune, la possibilité d'acheter des Tesla. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Bon, la deuxième chose que je constate, et ça m'inquiète, on a regardé les logements au niveau de la commune. Nous sommes dans une commune qui a perdu 4% de ses habitants en 3 ans. Alors, c'est quand même assez étonnant, on était un petit peu au-dessus de 50 000. Explication ? Et alors, explication, bon, ben, pour l'instant, on est en train de creuser, mais la première chose que j'ai regardée, c'est est-ce que le nombre de logements a diminué, parce qu'il pourrait y avoir une corrélation entre le nombre d'habitants et les logements. Pas du tout. Pas du tout. Les logements continuent à progresser. Par contre, ce que j'ai pu voir, c'est que le nombre de logements qui sont résidences secondaires ou occasionnelles, qui étaient tout petits il y a encore quelques années, eh bien, commence à exploser. Ça a augmenté de 70% en 3 ans. Et grâce à quoi? Alors, on peut se poser la question, il y a eu l'arrivée du métro. L'arrivée du métro a fait que, eh bien, il y a du développement, c'est du Airbnb, on est en train de vérifier ça. Et de ce fait, eh bien, et plus le fait que, les petits logements, on a beaucoup de petits logements dans notre commune, les petits logements sont aussi dans des catégories mal isolées. Ces logements-là, sont très difficiles à rénover. Et de ce fait, il est plus intéressant de les mettre en Airbnb que de mettre ça en fait en logement privé. C'est ce que je dis, ça crée en fait de l'exclusion. Bien sûr. C'est une double peine, pour les personnes en situation fragile ou précaire, ce qui fait que, eh bien, il y a une perte de population. Pénurie de logements abordables, la démonstration est parfaite. Alors, troisième phénomène aussi, c'est comme on est en dessous, on n'a pas votre taux en logement social, on est à 22%, donc on n'est pas à 25%, c'est pas complètement dramatique, mais on est obligé de faire des efforts. De ce fait, les nouvelles constructions ont des taux de logements sociaux qui sont plus élevés que la moyenne, donc les constructeurs mettent des prix sur le privé qui sont beaucoup plus élevés parce qu'il faut compenser leurs pertes au niveau des constructions. Donc, on a des constructions neuves qui sont aux environs de 12 000 € du mètre carré. Bon, alors, avec ça, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes en situation relativement fragile? C'est plus une série de questions. Et donc, c'est là où je dis, comment fait-on? Question, mais aussi paradoxe en série. On va prendre une dernière question pour ce premier échange avec la salle. Non, vous avez le micro, allez-y.
Oui, bonjour. Donc, je suis maire adjoint de la ville de Deauville, ville de 3600 habitants, mais quand même 600 logements sociaux. Donc, chez nous, au niveau des logements sociaux, tout va bien. Peu de logements à rénover. Ce que nous constatons au niveau du CCAS, c'est des propriétaires, des dames âgées qui ont un minimum vieillesse et qui sont dans leur logement, dont la facture d'électricité et le reste à vivre descend en dessous de 7 €. Et là, effectivement, ça commence à devenir notre nouveau public. Et puis, c'est une ville où les emplois sont précaires, les salaires sont très bas. Juste le niveau, vous savez, vous n'avez pas droit d'APL. Et quand vous calculez le reste à vivre de ces familles-là, il est souvent moindre que pour des personnes qui vivent dans un logement social et qui sont aidées. Et là, c'est des publics qui se présentent à nous avec des restes à vivre en dessous de 7 € et avec leur facture d'énergie qui s'élève et qui monte. Et voilà. On évoquait ce matin les nouveaux publics des CCAS et vous nous présentez effectivement une nouvelle figure d'usagers en grande difficulté. Alors, vous avez le micro ? Non, vous ne l'avez pas. Il va arriver jusqu'à vous. Et puis après, on fera une première série de réponses et puis on relancera le débat. Voilà, monsieur. Oui, une petite question d'actualité. En ce moment, nous recevons tous un courrier sur la fin des tarifs régulés. Sauf que sur une ville comme la nôtre, Lons-le-Saunier, le QPV est branché sur un réseau de chaleur qui a amorti l'augmentation de la facture et la dérive qu'on connaît aujourd'hui des tarifs. Mais tout le monde est sujet aux augmentations liées à la fois au contexte, mais à ce qu'est devenu le marché de l'énergie. Et un message que pourrait porter l'UNCAS, qui serait quand même un message fort, retour du tarif régulé. Et comme disait Martial Bourquin tout à l'heure, et il l'a défendu pour l'action sociale, un marché public de l'énergie. Si on veut de la justice sociale, se concentrer sur la rénovation énergétique et d'accompagner tous les besoins dont on vient de parler, il faudra des actes forts du gouvernement pour remettre en cause ce qu'on connaît aujourd'hui et qui contraint de plus en plus de familles et les plonge dans des difficultés insurmontables. Donc retour aux tarifs régulés. Si l'UNCAS porte ça, nous signerons des deux mains. Voilà une proposition concrète. Alors, monsieur, vous avez le micro, puis après on fait des réponses et puis on vous redonnera la parole. Oui, bonjour à tous. Je voudrais intervenir dans ce qui concerne la rénovation thermique. Je suis vice-président du CCAS de Calais et tout à l'heure, monsieur le haut-commissaire nous a fait une intervention en nous disant qu'il ne donnait pas priorité à l'isolation des bâtiments, mais il donnait priorité à l'organisation interne d'un établissement. Il nous a parlé d'un EHPAD et j'aurais souhaité qu'il précise sa pensée à ce sujet. Alors, c'est Pascal Terrasse qui n'est pas haut commissaire encore, mais ça viendra peut-être, mais pour l'instant, directeur général adjoint du CEREMA. Répondez à cette question. Et puis après, je voudrais qu'on redonne la parole à Sébastien Maire, qui nous écoute très attentivement et qui, je pense, est interpellé par ce qu'il entend. Oui, parce que je répondrai aussi à d'autres questions fort intéressantes, moins sur la partie de l'habitat collectif, parce que ce n'est pas dans notre spécialité, et il y a d'autres organismes publics d'État qui savent parfaitement répondre à ces questions, mais au moins sur la question qu'on vient de me poser. Donc l'État a engagé un processus qui s'appelle le Fonds vert. Le Fonds vert, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 milliards d'euros qui vont être affectés aux collectivités, je dis bien aux collectivités, pour des bâtiments qui ont un caractère public. Si votre établissement recevant des personnes âgées, donc si c'est un EHPAD en l'occurrence, qui est géré par un CCAS, pourra faire appel au Fonds vert en complément des aides de la CNSA qui sont aujourd'hui existantes et en complément évidemment des aides qui peuvent vous être attribuées par un département dès lors que les départements s'engagent aussi dans les rénovations de bâtiments. Donc c'est tout à fait possible, mais il faut intégrer dans la réhabilitation des enjeux qui sont liés à l'adaptation au changement climatique
Et donc les aides porteront exclusivement sur la partie adaptation au changement climatique et pas sur la partie dite sanitaire. Voilà, précision utile. Alors, Sébastien Maire, je vous voyais entendre et écouter avec attention ces Élysées et certainement beaucoup de choses à nous dire en fonction de ces témoignages qui étaient apportés par les élus responsables de CCAS. Oui, tout à fait. J'ai moi aussi envie de faire le lien entre la question de la ZFE et la question de l'isolation du parc social, par exemple. Pour évoquer le fait que ce qui nous manque aujourd'hui collectivement, c'est une évolution des visions et des représentations sur cette question des limites physiques et de ce que sera l'avenir de nos sociétés. Donc je précise qu'on mène beaucoup d'ateliers de formation avec les exécutifs politiques et les directions générales sur ces sujets. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous en voulez plus. Mais prenons la question de la mobilité. Moi, je partage tout à fait ce qu'a dit la représentante de Bordeaux sur le fait que, y compris au niveau écologique, le fait de devoir racheter des véhicules neufs, même électriques, alors qu'on sait leur poids en analyse de cycle de vie, c'est-à-dire un véhicule électrique n'est pas du tout un véhicule zéro carbone, hein, absolument pas. Il a un poids, etc., etc. Bah, écologiquement, le bilan global, par rapport à un vieux véhicule thermique qu'on pousse jusqu'au bout de sa vie, la question se pose. Elle est très légitime en matière de bilan écologique global. Mais pourquoi? Parce qu'on considère toujours qu'une voiture aujourd'hui, pour nous déplacer d'un point A à un point B, ça doit être un mini-temps. Je voudrais parler de ce rapport à l'énergie et puis faire le lien avec la rénovation thermique. On a fait beaucoup de progrès techniques et technologiques dans la capacité qu'on a à déplacer un kilogramme de véhicule. Hein, une 2 chevaux ou une 4L consommait beaucoup plus d'énergie au kilo déplacé qu'un SUV aujourd'hui. Mais cette fameuse main invisible du marché, dont on parle un peu indirectement depuis tout à l'heure, elle a tout de suite cannibalisé ses gains et a fait en sorte qu'une voiture qui pesait 500 kg, aujourd'hui, elle pèse 2 tonnes. Et du coup, on gagne toujours autant d'argent en remettant plus de matière. Donc, le bilan écologique est dramatique. Le bon exemple du retard de vision, c'est nos plus grands industriels français en la matière. Vous avez vu le flop total de Renault lors du dernier salon de l'auto, quand il a présenté sa 4L SUV électrique comme une avancée écologique. Il s'est fait totalement bâcher parce qu'un véhicule électrique d'une tonne, c'est une hérésie. Si on raisonne sur la mobilité, quand je parle de nouvelle vision, la mobilité, l'objectif, c'est de déplacer un individu d'un point A à un point B. Quand on a une boîte, un véhicule qui pèse 2 tonnes, avec à l'intérieur un conducteur qui pèse 60 kg, l'énergie électrique ou fossile, peu importe, qui est utilisée, elle est utilisée d'abord pour transporter la boîte ou pour transporter la personne? On brûle du fossile toute la journée sur toutes les routes de France pour transporter des boîtes et de manière totalement anecdotique en matière de poids, les personnes qui sont au volant. Parce qu'on considère que la voiture répond à tout un tas d'autres objets de reconnaissance sociale, etc., plutôt que simplement nous déplacer d'un point A à un point B. Alors ça, c'est un problème très général, mais la responsabilité des élus qui sont ici réunis en congrès, c'est de penser aux populations les plus vulnérables qui veulent aussi se déplacer. Justement, j'y viens. Aujourd'hui, ce n'est pas les grands leaders industriels qui proposent la mobilité de demain, c'est des startups, sont des chercheurs. Je vais citer, vous avez peut-être des élus de La Rochelle qui sont dans la salle. Il y a aujourd'hui une société, une start-up qui s'appelle Avatar, mais il y en a plein, il y en a beaucoup, qui s'est testé, c'est en test aujourd'hui sur les routes de la communauté d'agglomération de La Rochelle. C'est un véhicule totalement à base de matériaux recyclés, c'est recyclable, ça pèse 150 kg, c'est un bilan environnemental absolument parfait, ça coûte moins de 10 000 € neuf, parce que le but, c'est que tout le monde puisse l'utiliser, notamment dans les zones périurbaines. Par contre, évidemment, la publicité, le marketing, etc., vont faire que jamais ça sera vendeur parce que ces petites sociétés, elles n'auront jamais la possibilité de faire connaître ça. Donc, il y a vraiment ces changements de paradigme. J'en viens au logement social, enfin au logement en général et à l'adaptation. Évidemment, je partage tout à fait ce qui a été dit sur aide aux chaudières versus aide à l'isolation. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Mais même chose, chauffer un logement aujourd'hui. On va d'abord chauffer les parties communes, l'air ambiant dans l'appartement, le mobilier,
tous les meubles, tous les objets qui sont dedans, pour qu'in fine, le corps humain soit chaud. Mais à votre avis, le rapport des kilojoules et de l'énergie utilisée par rapport à... On a chauffé la boîte versus on a chauffé le corps humain. Mais là encore, c'est un rapport de 95% d'énergie perdue. On aurait, ça paraît fou, je sais, mais face à la raréfaction de l'énergie, parce que c'est notre horizon, je partage complètement ce qui a été dit aussi sur le fait que, en fait, la facture énergétique de cet hiver, c'est juste un teaser, hein. Là, c'est une question géopolitique. Mais la décarbonation du pays plus la raréfaction des ressources énergétiques fait que de toute façon, l'énergie va coûter de plus en plus cher et il y en aura de moins en moins. Il faut s'habituer à ça, sortir du paradigme de cette énergie disponible facilement, etc., etc. Est-ce que des systèmes techniques tout simples qui permettraient de chauffer le corps plutôt que de chauffer la boîte ne permettraient pas de régler un paquet de problèmes dans les, je pense au pic de grand froid en particulier? Parce que si on doit isoler et j'en viens à cette question majeure, aussi bien contre le chaud que contre le froid. Hein. À vrai dire, moi je pense qu'il va falloir surtout isoler, enfin produire du froid plus que produire du chaud hein, dans les années à venir. Vous savez que 80% du bâti qui sera là en 2050 et qui se tapera des canicules à plus de 50 degrés pendant un mois, c'est le bâti qui est déjà là. On a mis énormément d'argent, d'innovation, d'intelligence collective sur la capacité à produire des bâtiments neufs vertueux, avec tout un tas de capteurs. Bon, tout ça, en plus, ça ne marche pas. On fait marche arrière toute sur tout ça. Mais c'est totalement anecdotique dans l'équation climatique. Ce qu'on va construire d'ici entre maintenant et 2050 est de toute façon déjà beaucoup plus vertueux. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le stock. Et c'est justement dans le stock que sont les gens, que vivent les gens aujourd'hui en précarité. Et là, on n'a pas le début d'une solution qui vise à adapter au plus vite l'ensemble de ces logements. Moi, Pascal Terrasse a rappelé aussi ce qu'a dit le ministre Béchu. Moi, j'ai trouvé ça super qu'il ose dire qu'il y a toutes les chances qu'on soit à 4 degrés en 2100. Moi, je pense que, enfin, du réalisme et qu'il faut se préparer à ça. On n'arrivera pas à tout isoler. Et à vrai dire, moi, dans une vie précédente, j'ai fait la stratégie de résilience de Paris, j'évoquais des canicules à 50 degrés en 2050. Je passais déjà pour un méchant collapsologue à l'époque. Aujourd'hui, on les attend en France avant 2030. Ça va beaucoup plus vite. Vous avez vu comment le public du logement social a supporté les canicules ou a mal supporté les canicules à 40 degrés de l'été dernier. Ça va être 10 degrés de plus dans les 10 ans qui viennent. On n'aura pas le temps de tout isoler. C'est pas vrai. On n'y arrivera pas. Pour protéger les personnes, quand même 3000 morts en 2022 hein, à cause des canicules. Hein. Nous, on conseille systématiquement de prévoir des refuges à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle de la ZAC, à l'échelle de l'îlot. C'est ce qui a été fait d'ailleurs dans le village olympique. On l'avait conseillé à la Solidéo. Des refuges qui soient climatisés, hors d'eau, etc. pour pouvoir accueillir les personnes. Des refuges. C'est pas vrai qu'on va pouvoir préparer d'ici 2040 des logements à subir des canicules à 50 degrés. Sortons la tête du sable. On n'aura pas le temps, les moyens, les ouvriers nécessaires, etc. Donc, il faut prévoir des refuges. Qu'est-ce que vous appelez des refuges et quelle crise on va vivre? Qu'est-ce que ça veut dire très, très concrètement pour les habitants? Par exemple. Un refuge canicule. Un refuge, c'est-à-dire une salle climatisée. On l'assume. On ne va pas pouvoir climatiser tous les logements. Ça ne sera jamais possible parce que pour des raisons énergétiques, pour des raisons de gaz à effet de serre, etc., et des raisons de coût. Mais il faut prévoir. Vous savez que la seule solution sanitaire pour des personnes vulnérables pendant les vagues de chaleur, c'est de se situer dans une salle pendant quelques heures qui fait redescendre le corps en température. Ça, c'est une salle climatisée. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, assumons la climatisation dans quelques endroits pour l'empêcher partout, parce qu'on ne pourra pas l'avoir partout. Mais ça, il faut le prévoir dès maintenant. On est déjà très en retard sur cette question-là. Il faut dégager des mètres carrés, il faut les équiper, etc. C'est de la résilience, en fait. Hein. C'est de l'adaptation et de la résilience à vitesse grand V. Et puis, je ne veux pas être, trop chargé la barque des CCAS, mais vous savez que le dérèglement climatique, en fait, si on prend ce sujet, il y en a plein d'autres, mais si on prend celui-ci, le principal impact pour nos sociétés du Nord, malheureusement, ça ne va pas être les canicules, les tempêtes, le recul du trait de côte et les retraits gonflements d'argile. Tout ça va arriver, sûr. Mais c'est rien à côté de ce qui nous attend et qui est d'abord des flux migratoires absolument massifs venus du Sud qu'on ne pourra pas empêcher. Vous savez qu'aujourd'hui, on attend dès 2050 pas loin de la moitié de la population mondiale située dans l'hémisphère Sud qui va se situer dans des zones au moins 20 jours par an qui seront inhabitables pour un être humain à cause de ce qu'on appelle la chaleur humide. Ces gens ne vont pas rester chez eux.
Donc les bouleversements économiques et sociaux dans les pays du Nord, qui par ailleurs sont responsables de cette situation, hein, les pays du Sud, ils sont pour rien, c'est le mode de vie occidental qui est responsable de ça. Les pays du Sud vont migrer vers, les habitants des pays du Sud vont migrer vers le Nord. Donc le fait migratoire et les personnes migrantes en précarité vont devenir un public croissant pour les CCAS, et je pense qu'il faut ça aussi l'anticiper dès aujourd'hui, un programme de création de ZAC. Alors, Quels sont les futurs heureusement logements pour que les tout migrants? à l'heure, on vous a présenté comme étant le délégué général d'associations qui regroupent secteur public, secteur privé. Vous n'êtes pas un collapsologue inspiré, hein, mais malheureusement, vous tenez, mais vous tenez un discours qui est le discours certainement de vérité pour vous, mais un discours qui c'est un suppose... discours scientifique. Hein. Ouais, Tout mais ce que qui j'ai dit est suppose... étayé par des publications scientifiques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Il est temps de sortir du déni par rapport à la réalité physique. Tant qu'on ne sort pas du déni, on crée des politiques publiques hors sol. Donc, tout ça, la science dit ça depuis 40 ans. Sauf que la sphère politique n'a jamais voulu en tenir compte. Maintenant que ça nous pète à la figure, il faut en tenir compte. Et comment tout cela va impacter des politiques sociales. Alors, bien sûr. le micro, vous l'avez, madame, rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne, allez-y. Oui, et puis après, votre collègue l'avait demandé également la parole. Alors, c'est vrai que, donc, toujours à Deauville, on a un réflexe en temps de canicule, c'est-à-dire qu'on propose aux habitants et aux seniors d'aller dans nos refuges. Maintenant, on a un bel établissement, les Franciscaines, qui à la pointe, effectivement, est rafraîchi en été. C'est vrai qu'aménager des tiers-lieux à la pointe pour l'hiver aussi, parce que moi, c'est ce que j'ai conseillé à nos populations qui dépensaient trop d'énergie, de diminuer la température la journée et d'occuper ces tiers-lieux pour éviter de consommer chez elles. Et effectivement, je trouve qu'on peut les appeler des refuges. Merci. Qui souhaite intervenir? Sinon, je pensais, Oriane Filleul, la nécessité, quand on entend ce discours grave de Sébastien Maire, la nécessité de travailler encore plus, vous, adjoint aux solidarités, vice-président de CCAS, avec vos collègues responsables de l'urbanisme, responsables de la mobilité. La nécessité, et là encore, ça fait écho à ce qu'on disait ce matin sur l'hybridation, c'est qu'on ne peut pas répondre tout seul dans sa compétence, mais de plus en plus avoir cette approche globale de la ville et des conséquences des aménagements d'aujourd'hui sur les politiques sociales de demain, demain presque de ce soir. Tout à fait. Alors c'est vrai que là, on n'a pas le temps de développer toutes les actions qu'on mène, mais par exemple en lien avec Laurent Monnet, on travaille à tout un réseau, à la création d'un réseau d'épicerie sociale et solidaire, avec notamment une plateforme territoriale. C'est pour vous donner des exemples très concrets justement de projets qui nécessitent d'être travaillés entre les élus en charge des solidarités, entre les élus en charge de l'environnement, avec ceux également en charge des transports, de l'urbanisme, comme vous les citiez. On travaille donc à ce réseau d'épicerie sociale et solidaire à l'échelle de la ville pour que toutes les personnes aient à proximité un commerce avec des produits à un tarif accessible et des produits de qualité. J'insiste sur cette notion-là, puisqu'on n'est pas juste sur la logique de récupérer des produits à la ramasse, Carrefour ou Leclerc ou je ne sais qui ne vend pas, et pour ensuite les redistribuer à ceux qui sont voilà, et demain matin, on aura une table ronde consacrée à ce thème en particulier. Et on développe par exemple une plateforme alimentaire territoriale. Donc on a fait le constat que toutes les associations vont au gros marché à Rungis justement pour récupérer les denrées ou à la ramasse des grandes surfaces. Et en fait, là, on a pensé une plateforme territoriale qui collecte justement les denrées pour les redistribuer à l'échelle locale, en vélo cargo, etc., pour limiter les impacts. Et qui travaille avec des agriculteurs en circuit court. Alors à Saint-Denis, on a une ferme urbaine, mais forcément, on ne peut pas être autosuffisant. Hein, c'est difficile en petite couronne francilienne, mais on a des agriculteurs dans un rayon 100-200 km autour de nous qui permettent de nourrir l'Île-de-France aussi. Et c'est aussi un travail, on a beaucoup cité là, le logement social et les réseaux de chaleur sur la manière dont ça protège les gens. Donc je pense qu'on peut aussi partager entre nous le fait qu'au sein du logement social, alors effectivement, je crois que tous les bailleurs sociaux sont en retard sur les rénovations, sur l'isolation.
Mais en tout cas, le constat que je fais moi localement, l'OPH, l'Office public de l'habitat territorial, a quand même une préoccupation et une vigilance sur ces sujets plus importante que les bailleurs sociaux privés. Je ne voudrais vexer personne, mais je pense que je ne suis pas la seule à faire ce constat-là, tant sur la question de la rénovation que sur la question de l'accompagnement social des personnes locataires, puisqu'il ne suffit pas de rentrer dans le logement social et d'avoir du coup un tarif modéré, mais ensuite, lorsqu'on rencontre des difficultés à certains moments de la vie, pour payer ses factures d'énergie ou pour payer ses loyers, pardon, ou tout autre accident de la vie, comme on dit, les bailleurs sociaux territoriaux ont quand même une force de frappe. Nous, on a donc Pleine Commune Habitat, qui est le bailleur social de l'EPT, par exemple, pendant la crise Covid, a débloqué une enveloppe financière pour des remises de dettes qui se sont constituées pendant la période Covid, pour des personnes qui ont perdu leurs emplois, par exemple, et donc pour lesquelles on a fait des remises de dettes sur les loyers, considérant qu'effectivement, on n'allait pas empêcher les gens de se nourrir parce qu'ils devaient payer leur loyer absolument. Et ça, c'est un travail qui se fait en lien justement avec tous les acteurs institutionnels, tous les acteurs du territoire. Un petit mot juste sur la partie voirie, déplacement aussi, ce sont des sujets, beaucoup de nos villes réfléchissent, on a beaucoup parlé de la voiture individuelle, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler des transports collectifs, mais ça fait partie des choses indispensables aussi pour permettre aux personnes de se passer de leur véhicule individuel. Mais dans nos villes aussi, on réfléchit à aérer davantage, et donc même en termes de déplacement, de nouveaux modes de déplacement doux. Il y a beaucoup de villes qui testent des déplacements à vélo collectif, la marche à pied. Je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on travaille davantage là-dessus. Il y a beaucoup de déplacements qui peuvent se faire à pied, et les personnes perdent cette habitude-là. Et donc nous, CCAS, on a aussi tout un travail à faire avec les personnes âgées, par exemple. C'est aussi une question de santé publique, en fait, de continuer à se déplacer à pied. Et donc, on a plein de petites pierres à mettre en place pour que l'édifice global fonctionne bien. Merci, et merci d'attirer notre attention sur ces questions de santé publique qui irriguent notre débat. Marion Maury, on arrive au moment de la conclusion. Alors, on est bien sûr à la fois la fin du mois et la fin du monde. Oui, merci beaucoup pour la qualité des interventions et des témoignages. Il est très clair en fait qu'on n'a évidemment pas épuisé le sujet parce qu'on a parlé de transition énergétique, mais bien sûr qu'on aurait pu tirer le fil vers la transition alimentaire, puisque le dérèglement climatique... Demain matin dans cette salle. Voilà, ça va être sûrement un des axes développés demain, mais évidemment la production alimentaire est aussi un sujet en lien avec l'énergie et le dérèglement climatique, et la pénurie on la gère aussi puisque on gère l'aide alimentaire. On aurait pu tirer le fil qui a été proposé de réfléchir à l'étalement urbain. Est-ce que la mobilité est vraiment un besoin essentiel? Pourquoi est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Et cet étalement urbain, qu'est-ce qu'il a causé? Comment est-ce qu'on peut le freiner? Avec beaucoup de questions sur ce sujet. On a entendu, en tout cas, que lors de la table ronde, on a parlé de précarité énergétique, de canicule, d'exilés, de refuge, d'adaptation alimentaire, de chauffage urbain. On voit en fait que le CCAS, si on explore tous ces sujets, on voit quelle est la pertinence de notre interrogation, parce que juste les plans canicule, qui c'est qui les gère dans les villes, c'est bien les CCAS. Les exilés, qui les accueillent quand l'État ne veut pas les héberger en urgence ou quand il y a vraiment une urgence humanitaire, c'est bien nous aussi. Donc en fait, la transition énergétique, c'est vraiment notre sujet, et je pense que c'est ça que je souhaitais qu'on retienne de cette table ronde ce soir, que l'UNCAS, de notre réseau, avec notre expertise, nos compétences, qu'on puisse vraiment investir ce sujet. J'ai bien entendu l'appel à avoir une position sur le service public de l'énergie. Je partage complètement ce qui a été dit, et j'en profite pour dire que c'est assez terrible de voir qu'il y a quand même des mesures qui sont prises au niveau de l'Europe qui ont un impact incroyable sur notre quotidien et sur nos sujets, et que nos concitoyens, malheureusement, ne sont pas toujours intéressés par les élections européennes et cette construction qui s'est faite et dont on voit les résultats. Beaucoup de choses à dire. J'aurais envie de dire aussi, comme d'autres sujets, que les clés, elles doivent être très territorialisées. Nous sommes
des lanceurs d'alerte sur l'habitat indigne. Nous sommes là pour repérer les ménages concernés. Nous sommes au niveau des territoires armés pour faire du vrai conseil et de l'accompagnement sur les questions d'énergie. On a parlé de la prime Rénov' et comment elle pouvait être utilisée de façon finalement très logique si on suit une logique de plan climat, c'est-à-dire d'abord la sobriété, ensuite l'efficacité, ensuite de la production d'énergie renouvelable. Donc voilà, on sait que nous, les territoires, on est pertinents pour ça, et encore une fois, les CCAS, on va être des chevilles ouvrières des conséquences de ces dérèglements et de cette transition que de toute façon on va subir. Donc tant qu'à faire, autant l'accompagner et le mieux possible. Et la devancer. Merci Marion Maury, merci aux intervenantes et intervenants à distance, Sébastien Maire, Laurent Monnet, merci d'avoir été avec nous. Et vous évoquiez à l'instant le thème de l'alimentation, et bien ça sera le thème de la première table ronde demain matin. Bonne soirée à toutes et à tous.